Salut YouTube, tu vas bien? Le foot a ses folies qu'aucune raison ne peut expliquer. Et hier, la folie a basculé du côté suisse, alors que la France avait fait parler sa magie pendant 20 minutes. Mais jouer 20 minutes à haut niveau, c'est jamais suffisant, surtout face à un adversaire aussi survolté. Et la France est donc éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse au tir au but. Et comme un symbole d'un Euro raté, c'est Mbappé qui aura loupé ce penalty décisif. Finalement, Mbappé et la France, c'est le même combat. Un talent hors norme, des individualités incroyables, un collectif qui, quand il se met à jouer ensemble, plante 3 buts en l'espace d'un quart d'heure et 3 buts somptueux. Quand tu t'entêtes dans des choix difficiles, tu vacilles et tu tombes. Et on va tenter de comprendre ensemble pourquoi la France est tombée de son si beau piédestal. Ce match-là, c'est d'abord un échec tactique. Tonton Deschamps, il a essayé de nous sortir son plus beau 3-5-2, sauf que ça a été bien loupé. Alors oui, ce système, c'était une réaction aux blessures d'abord, mais aussi à une envie de mettre son trio d'attaquants le plus proche du but possible. Et puis c'était une réaction à la tactique adverse. Deschamps, on sait qu'il aime s'adapter à l'autre. Et avec ce 3-5-2, il voulait essayer de contrer les côtés très remuants des Suisses. Sauf qu'il y a une équipe qui maîtrisait ce système et pas l'autre. Au lieu de jouer sur nos forces, c'est-à-dire un axe central très puissant avec Varane, Kanté, Pogba et Griezmann, ce système-là, il a surtout encore plus montré nos défauts sur les côtés. En fait, Deschamps, il a surtout tenté de boucher ces défauts-là. Sauf que la bricole n'a cette fois absolument pas fonctionné. Ces pistons assez hauts, ça a fait que la Suisse, ils ont pu avoir des énormes espaces entre nos lignes. Le placement entre notre défense centrale et nos latéraux était vraiment n'importe quoi. Au bout d'un quart d'heure, on avait bien compris que le système il marchait pas. Et ils en ont profité, c'était une attaque par le centre. Des défenseurs français qui savent pas s'ils doivent sortir sur le porteur du ballon ou non. Le ballon qui est décalé sur le côté gauche. Et Pavard qui se retrouve face à deux Suisses qui sait pas comment défendre. Qui laisse du coup Zuber centrer. Et Seferovic qu'on connaît très bon de la tête. Qui conclut parfaitement, surtout parce que l'anglais défend n'importe comment. Et du coup, ce premier but, il montre direct que la France n'arrive pas à faire la compensation qu'il faudrait pour réussir à boucher ces trous. Dans l'entrejeu, Pogba et Kanté, ils se marchent un peu dessus, ils savent pas trop où se placer, parce que Shaqiri notamment les gêne beaucoup à revenir au centre et à percuter. Et puis personne ne compense les boulevards laissés par Rabiot et Pavard. Et même Varane, qui d'habitude est si adroit, se loupe et loupe ses passes. Et du coup, on est aussi extrêmement gêné dans la relance, parce qu'on sait pas à qui l'a donné. Du coup, Deschamps, à la demi-heure de jeu, il décide de repasser à 4 derrière parce qu'il voit bien que ça marche pas. Oui, c'était très bien de repasser à 4 derrière, sauf que le plan de jeu était pas clair du tout. On a vu la France en un quart d'heure passer d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3 à un genre de 4-4-2. On savait pas vraiment qui jouait où. Il y a un moment, on a vu Rabiot côté gauche, à un autre moment, on a vu Mbappé. Voir Kimpembe en poste de latéral gauche, ça fait toujours un peu peur aussi. Donc bon, ça a été un tâtonnement pendant un quart d'heure. Heureusement, les Suisses n'ont pas réussi à en profiter. Ils pressaient toujours très bien et ils jaillissaient très vite vers l'avant. Et puis ils continuaient de profiter de ces boulevards qu'on leur laissait. Et la France continuait à bafouiller son football. La première mi-temps a vraiment été un échec total de la première à la dernière minute. Il n'y a aucun Français qui ressortait du lot. Même Pogba, si fin techniquement d'habitude, et Kanté si précieux dans la récupération, ils n'ont pas servi à grand chose. D'ailleurs, Kanté n'a pas récupéré un seul ballon en première mi-temps. Mais du coup, heureusement, Deschamps a réagi à la pause. Il a fait sortir un anglais tellement horrible, c'est vraiment le mot, pour faire rentrer Coman et pour décider de passer enfin à un 4-4-2. Alors j'étais content de enfin voir Coman sur son côté. Mais ce 4K2, ça voulait dire quand même que c'était Griezmann qui passait à droite. Ça c'est pareil, c'est un entêtement de la part de Deschamps de vouloir laisser Mbappé devant et de mettre Griezmann sur un côté. Et comme toujours, Griezmann quand il est sur un côté, il est beaucoup moins influent dans le jeu. Alors après, ce 4-4-2, il a quand même permis à la France de retrouver une certaine stabilité et d'être un peu moins perdu tactiquement et de au moins savoir comment il jouait et quel joueur joue où. Donc ça a déjà eu ça de bon. Mais n'empêche que ce 4-4-2, il montre encore que Deschamps a plus que galéré sur cette compétition à trouver son équilibre. D'ailleurs, il l'a jamais trouvé au final. C'est assez étonnant parce que quand on le voyait tellement sûr de lui sur les autres compétitions. Et je trouve que c'est que l'exemple parfait, c'est justement le sacrifice de Griezmann. Finalement, à vouloir mettre dans les meilleures conditions possibles Benzema et Mbappé, ça fait que Griezmann a été crucifié. Pourtant, on sait que c'est lui le chef d'orchestre de l'équipe de Deschamps depuis qu'il est là. Et quand ton chef d'orchestre, tu le mets sur le côté
bah forcément ça se voit dans le jeu. Et du coup je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Griezmann a fait une compétition un peu en demi-teinte. À force d'être baladé à droite, au centre, de pas savoir comment tu joues, forcément t'es moins bon. Et je trouve même que ce sacrifice il a été symbolisé par sa sortie à la 88e minute. La France menait encore 3-2 et de façon assez incompréhensible, tu sors ton joueur qui en attaque se bat le plus pour faire rentrer en plus un Moussa Sissoko qui n'a aucune raison d'être là normalement. Lui c'est pareil, il a un totem d'immunité improbable auprès de Deschamps, alors qu'il fait partie de ces joueurs qui devraient plus être en équipe de France. Au final, ce 4-4-2, il aura quand même fonctionné pendant un certain temps. Il y a eu 20 minutes de folie totale dans ce match où les tactiques ne voulaient plus rien dire et où c'est juste le beau jeu qui a parlé. Et là, cet événement, bien sûr, c'est le penalty concédé par Pavard, qui vraiment aura fait une compétition à vite oublier pour lui. Et sur ce penalty, on avait des raisons de croire que ça allait aller au fond. Mais comme quoi les miracles existent, et Lloris a joliment arrêté ce penalty. Ça faisait 9 ans qu'il n'en avait pas arrêté un seul en équipe de France. Il en était donc à 16 consécutifs encaissés. Et là, il nous sort quand même celui qu'il fallait, heureusement. En tout cas, celui qu'il fallait dans ce match. Et ça a été la bascule qui a fait tomber ce match dans un autre niveau. Après ça, Benzema signe un doublé ultra express sur 2 actions collectivement parfaites et techniquement ultra justes. Sur le premier, il nous fait un contrôle de Benzema sorti d'ailleurs. Il y avait du Bergkamp dans chacune de ses jambes. C'est sur ces actions-là qu'on a vu l'intérêt de ce 4-4-2 offensif avec un Coman très percutant qui est à l'origine du premier but d'ailleurs. C'est quand on perfore, qu'on percute et qu'on joue dans les petits espaces que l'équipe de France a montré son plein potentiel. Mais malheureusement dans ce match et dans cet Euro plus généralement, c'est tellement peu arrivé. Et ce qui est aussi malheureusement trop peu arrivé, c'est cette frappe majestueuse de Pogba pour le 3-1. Lui c'est pareil, on sait qu'il est capable de nous sortir des tirs chirurgicaux comme ça. Il l'avait fait le match d'avant, c'est pas très loin. Là, il a enfin marqué. D'ailleurs, ça faisait depuis la finale de la Coupe du Monde 2018 qu'il n'avait pas marqué. Et il restait sur une 50aine de frappes d'affilée sans réussir à la mettre au fond. C'était le but au bon moment. Sauf que après ce but, les démons sont revenus au triple galop. Les 20 minutes de génie qu'on a vu de la France se sont terminées là. C'est dommage parce qu'offensivement parlant, c'était peut-être les 20 meilleures minutes de l'équipe de France depuis bien longtemps. Mais comme je le disais en intro, 20 minutes c'est pas assez pour gagner un match. On savait notre défense fébrile et les Suisses ont eu le mérite de ne rien lâcher, de continuer leur harcèlement et de continuer à profiter des espaces bien trop grands qu'on leur laissait. Et ce qui devait arriver arriva. Une nouvelle fois c'est Seferovic qui s'envole et qui inscrit un doublé de la tête. Une nouvelle fois c'est défendu à peu près n'importe comment par la défense centrale française. C'est fou de se trouver à ce point-là dans un match comme ça. Les espaces laissés, c'est improbable de cette équipe de France qui a été si forte défensivement sur les dernières années. Et sauf que Kimpembe n'a jamais réussi à avoir le niveau d'un Umtiti en 2018. Et Varane n'a pas pu recoller les morceaux. Oui, on a joué de malchance avec les blessés, mais la force des grandes équipes, c'est aussi d'avoir du banc de touche. Et là, notre banc de touche, il a bien prouvé qu'il n'avait pas le niveau. Après ça, il y a les prolongations qui vont nous apporter bien sûr notre lot d'espoir et de frayeur. Les Suisses, ils continuent à bien jouer vite et à jouer assez haut, à nous presser beaucoup et toujours à tenter de percer cette défense gruyère. On a eu droit à Coman qui a touché la barre, qui a refusé de sortir alors qu'il était blessé. Et on a eu droit à Giroud qui est rentré à la place d'un Benzema capoute physiquement et qui a aussi failli être le sauveur, mais qui a préféré faire briller le gardien Sommer, qui d'ailleurs, au-delà de son dernier tir au but arrêté, a fait un excellent match. En tout cas, cette équipe de France a vraiment été défaillant sur beaucoup de points. Et les Suisses ont eu le mérite de énormément bien en profiter, d'être très intelligents et d'être très justes. Et couplé à cela, une énergie débordante et une volonté de vaincre. Et ça fait une victoire pour les Suisses qui est vraiment pas imméritée. Du côté de la France, au-delà des choix tactiques, c'est aussi une histoire de choix d'hommes. Et je trouve que c'est vraiment le deuxième gros fiasco de cet Euro pour Deschamps et ses joueurs. L'anglais, c'est d'ailleurs l'un de ses symboles. Vouloir mettre une défense à 3, oui, mais l'anglais déjà, sa présence dans le groupe des 26, elle était assez étonnante vu sa saison à Barcelone. Mais en plus, sur ce match, je trouve que Zouma aurait été tellement plus intéressant. L'anglais, il n'est ni costaud ni bon de la tête. En face, t'as Seferovic, tu sais qu'il est très costaud et très bon de la tête. Zouma, il joue dans le championnat le plus physique du monde et tu le laisses sur le banc. Bien sûr, avec le recul, c'est toujours facile de dire ça et de dire que tel joueur aurait été meilleur que tel joueur. Mais je trouve que ce choix-là montre bien l'entêtement des fois de Deschamps à avoir des hiérarchies bien établies
au détriment du mérite sportif, parce que on savait déjà que l'anglais était le 3e défenseur dans la hiérarchie. Comme on a vu Moussa Sissoko rentrer à la place de Griezmann, et comme on a vu Giroud rentrer à la place de Benzema, alors que sportivement, ces 3 choix sont vraiment très discutables. Les 3, ils ont eu des saisons extrêmement compliquées dans leur club. Soit ils ont eu très peu de minutes, soit ils n'ont pas été performants. Et quand tu vois derrière qu'on a des mecs, certes avec moins d'expérience, mais comme Ben Yedder, qui a cartonné en Ligue 1, Marcus Thuram qui a fait une très bonne saison en Bundesliga, et donc Kurt Zouma qui a beaucoup joué avec Chelsea, qui a été champion d'Europe quand même. On se demande pourquoi Deschamps s'entête dans ces décisions-là. On a l'impression qu'il avait oublié qu'il avait 26 joueurs en fait dans cette compétition. Et ça s'est même vu aussi pour ses changements durant les matchs. Il a mis toujours beaucoup de temps à les faire. Et au final, la plupart de ces changements ont été faits pour blessure. Donc c'est dire qu'il a dû pousser trop ses hommes. Alors oui, la saison a été à rallonge, Covid, toutes ces choses-là expliquent bien des blessures. Mais il y a aussi la gestion d'un effectif. En conférence de presse, il n'a pas remis en cause sa préparation, parce que c'est vrai que physiquement sur un match, ça allait. Mais ne pas vouloir changer ses joueurs alors que tu vois qu'ils ont du mal à jouer, qu'ils ont du mal à être solides, ça montre une certaine fragilité quand même. On se demande par exemple, je reviens là-dessus, mais pourquoi il a sorti Griezmann? Pourquoi il a laissé un Pavard aux abois et très certainement pas remis de sa légère commotion face à l'Allemagne. D'ailleurs, il a pris Dubois qui du coup a juste fait le nombre. Pourquoi faire confiance à Tolisso qui est rentré à tous les matchs avant et sur celui-là tu le fais pas rentrer? Le choix des hommes est bien sûr toujours plus discutable une fois que tu es éliminé. Mais gagner, c'est aussi savoir gérer ses hommes justement. Quand je vois la gestion par exemple de l'Italie qui sur le 3e match, certes ils étaient déjà qualifiés, mais a fait énormément tourner et a même fait rentrer son 2e gardien. Je dis pas que l'Italie va gagner l'Euro, mais je trouve que c'est une meilleure gestion humaine de son effectif et ça permet de garder tout le monde concentré et impliqué. Et ça nous aurait évité aussi une histoire comme ce qui est arrivé à Coman dans les prolongations. Il se fait un peu mal, il insiste auprès des médecins et des Deschamps pour rester sur le terrain alors qu'on voyait bien qu'il galérait. Et au final, 5 minutes plus tard, il se fait remplacer. Quel genre de message ça envoie à tes joueurs qui peuvent discuter le banc de touche et surtout à Marcus Thuram qui attend de rentrer oui ou non ou peut-être ou je ne sais pas. C'était pas forcément des choix très judicieux de la part de Deschamps. Et d'ailleurs le dernier choix pas très judicieux de la part de Deschamps sur les hommes, je trouve que ça a été la gestion du cas Mbappé. Je trouvais que l'arrivée de Benzema en équipe de France pouvait avoir une retombée positive pour lui en lui enlevant de la pression. Mais j'ai l'impression qu'en fait la pression il se l'est laissée toute seule sur ses épaules. Et il a décidé que ça allait être lui le sauveur de la France, sauf que malheureusement il n'y est pas arrivé. Il en a été pas loin, hein, mais il n'y est pas arrivé. Alors on peut pas lui reprocher son tir au but manqué, ça arrive à tout le monde. En plus c'est un très bel arrêt du gardien, mais c'est quand même tout un symbole que ce soit lui qui l'ait loupé. De toute façon il a tout loupé dans cet Euro. Son seul tir cadré de la compétition c'est ce penalty. À chaque match on l'a vu avoir des énormes occasions et les mettre à côté. Alors que pour autant il est tellement clinique d'habitude avec le PSG et il finit cette compétition avec 0 but. Je pense que comme souvent il a voulu trop en faire. On avait déjà vu ce défaut chez lui avec les Bleus comme avec son club. Il a tendance à prendre le ballon, à trop le porter, à vouloir aller marquer son but tout seul. Il a voulu prendre trop de responsabilités, au final il est encore jeune. Et pourquoi vouloir en prendre autant alors que tu as des champions autour de toi? Rien que cette question autour de qui tire les coups francs, que Griezmann a pas arrêté de nous dire durant la semaine que Mbappé s'entraînait et était très bon dans ce domaine-là. Sauf que les coups francs qu'on l'a vu prendre, il les a tous mis dans le mur. Et encore une fois, c'est un truc qu'on enlève de la responsabilité de Griezmann, qui s'est vu ne plus être le numéro 1 sur les pénaltys et sur les coups francs non plus d'ailleurs. Ce qui est le plus rageant en plus pour Mbappé, c'est que quand il décide de jouer avec son équipe, il nous sort des gestes incroyables. Les 2 buts, il est dans l'action et il te fait cette talonnade notamment magique, mais il a cette tendance à vouloir trop en faire tout seul. Alors oui, sur ce match, s'il avait marqué ce but en prolongation où il mélange ses 2 pieds et il tire avec son pied gauche totalement à côté, s'il avait mis celui-là, bien sûr, il aurait été le sauveur et on n'aurait pas le même discours. Mais cette fois, les signes n'ont pas été en sa faveur. Et franchement, je trouve qu'il aurait été bon à des moments de le sortir et de faire rentrer par exemple un Ben Yedder qui, face à un bloc compact, peut être extrêmement intéressant. Il y a quand même des choses positives à retenir. Déjà, elle a une capacité de retournement assez incroyable et elle a fait preuve finalement d'un mental assez fort. Alors oui, défensivement, elle a montré une très grande fébrilité parce que sur les 4 matchs, il y en a 3 où on concède l'ouverture du score. Mais à chaque fois, on a réussi à revenir.
Donc déjà ça, il faut être capable de le faire. Et je pense que c'est possible parce que on a un espèce de grain de folie qu'on arrive à mettre dans les matchs que très peu d'équipes sont capables de faire. On a le droit à une percussion de Coman, un contrôle de Taré, de Benzema, une poke-boom comme il est capable d'en faire, une talonnade comme je disais de Mbappé. Ce sont des petits gestes comme ça qui sont capables de changer l'espace d'un instant le cours d'un match. Et cette qualité-là, elle est quand même assez folle et il y a quand même très peu d'équipes qui l'ont dans le monde. Alors sur cet Euro, on s'est peut-être trop appuyé sur ça justement et pas assez sur le collectif. Mais c'est quand même un point positif à garder. Et puis au-delà de ça, il y a deux joueurs qui sont vraiment sortis du lot sur cette compétition. C'est bien sûr Karim Benzema qui finit quand même avec 4 buts, qu'on a vu intéressant dans le jeu, qu'on a vu bien connecté avec les autres joueurs sur le terrain, qu'on a vu être décisif. Et en plus, on sait que moralement et mentalement, il s'est extrêmement bien intégré au groupe. Il y a eu des très bons retours disant qu'il était là pour apporter son expérience, aider les plus jeunes et conduire l'équipe. Donc c'est un vrai leader qu'on a trouvé. Et c'est quand même de très bon augure pour la Coupe du Monde 2022. Et l'autre satisfaction, bien sûr, c'est toujours ce milieu XXL Pogba-Kanté. Cet Euro de fou furieux que nous a sorti Pogba. Il a quand même fait des matchs assez énormes. Et ça fait très plaisir de le voir comme ça. Il a cette capacité à se sublimer avec ce maillot de l'équipe de France. Et c'est dommage qu'on le voit pas plus comme ça avec Manchester United. Je pense que les supporters mancuniens, ils doivent s'en mordre les doigts quand ils voient les performances sorties par la pioche. En tout cas, je trouve qu'il s'affirme de plus en plus comme le vrai leader de cette équipe. Lloris est un très bon capitaine, mais s'il y a besoin d'un vice-capitaine, je pense que c'est lui. Il est là pour motiver les troupes, pour haranguer tout le monde. On l'a vu encore à la fin de ces 90 minutes, où il était très énervé et même Deschamps a dû le calmer un peu parce que il voulait absolument réussir à gagner et qu'il n'était pas d'accord d'avoir encaissé ces deux buts-là. Et je trouve d'ailleurs que c'était peut-être le seul à avoir cette motivation et cette attitude irréprochable sur le terrain, même où là, d'habitude, Griezmann est présent aussi, il l'était un peu moins. Donc il y a ces points-là à retenir et sur lesquels il va falloir construire pour se remettre de cette énorme déception. Pour finir, il faut quand même féliciter cette équipe de Suisse qui ont plus que surpris tout le monde sur ce match. Ils ont sorti un match incroyable et ils se qualifient pour les quarts de finale. Et c'est une première depuis 1938, donc c'est dire à quel point ça faisait extrêmement longtemps et que c'est un exploit colossal pour eux. C'est certainement l'un des plus grands moments de l'histoire du football suisse et il faut les féliciter vraiment énormément parce qu'ils ont tout fait pour réussir à gagner et à se qualifier. C'est aussi ça le football, derrière la désillusion de nos Français, il y a un moment historique pour les Suisses. Donc bravo à eux et bon courage pour la suite de la compétition et notamment ce quart de finale contre l'Espagne qui va vraiment pas être évident pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La tristesse prime ici, mais j'espère avoir réussi à vous apporter des lumières sur cette rencontre. Profitez bien de la fin de cet Euro et en espérant qu'il y ait autant de buts que ce lundi très prolifique. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, pensez à la partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques ensemble.